C'est du problème du rapatriement. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la patrie? Patrie, C'est retour dans la patrie. Retour dans la patrie. oui. Mais quand on retourne à la patrie, quel est le paradoxe? Cette maison-là, C'est des personnes qui ont depuis 1933. qui ont quitté cette patrie à un moment. Pour y retourner, il faut l'avoir quittée. Non, mais le paradoxe, quelqu'un qui quitte sa patrie, qu'est-ce qu'il devient? À la patrie. Qu'est-ce qu'il perd quand il quitte sa patrie? Non, pas sa patrie. Non, pas sa patrie, justement. Il quitte l'endroit d'où on veut le rapatrier. Quand il est rapatrié, c'est qu'il retourne dans sa patrie, c'est ça? Oui, quand vous dites s'il retourne dans sa patrie, c'est qu'il n'y était pas, mon vieux. Bon, alors il était où? Mais il était dans une autre patrie. Voilà, dans une autre patrie. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour lui de quitter cette première patrie pour aller dans une autre patrie qui est soi-disant la plus ancienne? Répétez. Qu'est-ce que ça crée comme problème de quitter la patrie où on était installé pour aller soi-disant vers une patrie qui sera, disons, serait antérieure en quelque sorte. Ouais, ça fait une rupture. Comment? Ça fait une rupture. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'expatriation alors? C'est quitter sa patrie, partir dans une patrie. Non, mais le problème, c'est que quand vous êtes rapatrié, vous expatriez. Oui, vous quittez la patrie d'occupation où vous étiez, où vous occupiez. Bonne soirée, au revoir, à bientôt, prochaine. Alors, vous comprenez la difficulté de la discussion là? Ouais. Vous rapatriez, mais en vous rapatriant, vous expatriez. Oui, enfin, tout dépend. C'est sûr que si on est dans une patrie, par exemple, on est, je sais pas, en Suède et puis qu'on va en Allemagne, on est suédois, on est expatrié en Allemagne et puis ensuite en Allemagne on fait une certaine vie. C'est sûr qu'on repart en Suède, on retourne dans sa patrie d'origine, il y a une sorte d'expatriation d'une certaine manière puisqu'on a pris des habitudes en Allemagne. Oui, voilà. oui. Mais ça c'est, Et même, c'est pas forcément la même langue, mais par exemple, vous pouvez être expatrié, vous pouvez revenir à votre patrie 2 ou 3 générations plus tard. Dans ce cas-là, c'est vraiment oui, là, je parlais de la même personne qui vient de Suède, qui repart en Suède à la Ah fin. non. S'il y a plusieurs générations, ah oui, là, en revenant dans sa patrie d'origine, c'est vrai que c'est comme une expatriation parce que d'une certaine manière, sa patrie d'origine, c'est celle peut-être où il était depuis 3 générations et c'est quand même beaucoup. Ah oui. C'est beaucoup. Il a fait beaucoup d'habitudes là. C'est ce qu'on appelle un double bind, une double contrainte. En anglais, double bind. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il est à la fois lié à la première patrie et à la deuxième patrie. Mais c'est vous qui avez inventé la théorie des deux patries? Les deux patries. Ben, si, vous avez dit qu'il y a une première patrie, une deuxième patrie. Quand on a plusieurs, c'est une personne qui est étrangère, qui va dans notre pays, il est dans une patrie, puis il va dans une autre, qui là, il passe plusieurs générations d'une certaine manière, et il s'est quand même imprégné, donc il a une. Bon, alors on va prendre une patrie d'origine et une patrie de. On va prendre des exemples concrets. Mais alors. sa patrie de fait est des fois plus importante que sa patrie d'origine. Si c'est 3 générations, qu'il n'est jamais retourné, le mec il est plus. Surtout ses proches, suédois, allemands, c'est des cousins. Non, mais ça, c'est vous qui avez pris cet exemple. Pour ses proches, sa patrie c'est l'Allemagne après, parce que c'est vrai qu'il est vraiment imprégné. C'est sa nouvelle patrie. Voilà, sa nouvelle patrie. Mais bon, là j'ai pris des exemples de gens qui sont tous dans la sphère germanique. Ah oui, mais maintenant, si on veut vraiment faire une différence, c'est entre des gens de sphères différentes, des latins. Bien que le suédois, c'est pas l'allemand. Hein, bon, oui, mais c'est proche. Après, si on prend d'autres personnes, un asiatique, bon, c'est très différent. Parce que là, même au bout de 3 générations, s'ils se marient entre eux, ils sont quand même, étrangers quand même. Ouais. Enfin, ils ont encore ils sont intégrés, mais ils ont quand même l'allemand qui ne les connaît pas, qu'on les verra, il dira tiens, des Chinois. Ils ont gardé les traits, tout ça. Oui, il a beau être là depuis 10 générations, ça ne change pas le fait. Voilà, ils ont quand même des traits.
Oui. Oui, je sais, il est Donc, bien. voilà, C'est à vrai. partir de là, On va forcer les gens à vivre s'ils peuvent plus. Bon, alors, on va prendre le cas on va prendre deux exemples. Le- par exemple, pour l'Algérie, comment ça s'est passé pour l'Algérie? Il y a très peu de chance. pour l'Algérie, Quand on a rapatrié, c'était une expression qu'on avait. l'Algérie, c'est un peu différent parce que l'Algérie, c'est encore un problème particulier. Parce que l'Algérie, c'est un département français au départ. Il y a quand même, depuis 130 ans, À l'époque. À l'époque, il y avait 100 ans, on va dire. 130 ans à l'époque. 130 ans, et maintenant, ouais, 130 ans, voilà. Et donc, ça faisait quand même une sorte de lien. Ils parlent que français, ils parlaient presque que français, la plupart. De quoi? Les Algériens parlaient français, ils parlaient pas l'arabe. L'arabe, ils ont subi ensuite une arabisation, ils appellent les arabisés. Ça veut dire qu'ils Les indigènes arabes, ils parlaient français? ils parlaient français, ils parlaient leur langue kabyle, tout ça, mais l'arabe, ils ne parlaient pas, Oui. pas beaucoup. D'ailleurs, même maintenant, leur président n'en parle en français. Hein, Ah oui? oui, c'est le seul pays au Maghreb où ils parlent en français, les autres parlent en Oui, arabe. d'accord. Et qui comprennent. Il y a plus de gens qui ne comprennent pas que ceux qui comprennent. Oui, Même d'accord. s'ils ont fait l'arabisation Oui, oui. forcée. Non. Alors, il y en a qui le parlent très bien, bien sûr, mais c'est une minorité. Ils ont. On dit, En parlant arabe, ça évite de braquer les Kabyles, par exemple. Donc, qui ont leur propre langue. Non, mais en parlant français, ça permet de ne pas braquer les Kabyles. Voilà, mais surtout non, parce que les gens ne comprennent pas. Enfin, le français, vu la colonisation française, ça a quand même marqué. Oui, mais il y a aussi un clivage entre Kabyles Maintenant, et. ils font l'arabisation. Peut-être que dans plusieurs générations, ça va changer, il n'y aura plus de francophones comme avant. Si la France et au bout d'un moment, ils parlent peut-être moins français, mais je ne sais pas. Mais prenons le cas des Juifs en Algérie. Ouais. Ils étaient là depuis longtemps. Eux, ils ont quand même suivi la France pour une grande partie. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été rapatriés? D'une certaine manière, c'est un. Est-ce qu'ils ne venaient pas de France, à la limite? Oui, ils venaient pas de France. Ils avaient la nationalité Le française. rapatriement est un expatriement. En étant rapatriés, Mais de toute façon, on a dit là, tout rapatriement est un expatriement, de toute façon. Oui, mais ça, chez eux, c'est plus fort parce que c'est vrai qu'ils étaient là depuis. Mais certains sont restés. En Algérie, ils sont devenus proches du FLN. Et ils sont partis. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, des Lévis, je sais pas, il y en a qui sont restés, eux. Ah oui. Qui étaient même dans la Révolution, qui participaient à la Révolution. Et alors, dites-moi ce que vous pensez du phénomène de l'ALIA. Alors, est-ce que c'est un rapatriement? L'ALIA, c'est un rapatriement qui est aussi un expatriement, parce que les gens quittent leur pays. Oui, mais c'est pas un rapatriement comme les autres. Voilà, c'est un rapatriement d'une manière, c'est vraiment une manière particulière. En quoi c'est distinct des autres rapatriements? Parce qu'ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas en fait. C'est plus un expatriement d'une certaine manière, mais en même temps, c'est un rapatriement sur la terre de leurs ancêtres très anciens. Voilà. C'est pas de 3-4 générations. Alors là, c'est 100 générations, mais toujours est-il que certains même sont. Leurs ancêtres ne même pas de là, ils ont été convertis ou ils sont casards, machin. Mais ils viennent là, ils ont un but commun et c'est ça qui fait la force. Le but commun, la langue commune, ils construisent le pays. C'est ça qui fait l'intérêt et la force. Au début, quand il y a les sabras, là, les premiers-nés, tout ça, puis après. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sabra réellement? C'est ceux qui sont nés sur la terre d'Israël après que l'État soit créé. C'est les premiers-nés qui sont nés en 47, 49. Non, je pense même. Je crois que c'est ça les sabras. Non. Même s'ils sont nés avant l'État d'Israël, c'est aussi des sabras. Mais en tout cas, le sabra, c'est vraiment celui qui est né dans l'État. Vous savez d'où ça vient le mot sabra? Ça veut dire figue de barbarie. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ça pique à l'extérieur et c'est doux à l'intérieur. Le repentir, c'est pas une question de quantité. Et donc ils se sont définis eux-mêmes comme ça. Je ne juge pas les malades. C'est une image d'eux-mêmes. On pique à l'extérieur, donc on est. Vous avez déjà mangé des pics de barbarie? Oh, attends, il n'y a pas que lui. C'est très bon, mais il faut enlever les trucs aussi autour. Bon, voilà, on va changer de sujet.